En fait, le but de ce matin, c'était de vous présenter beaucoup, avec les conférences qu'on a eues, les bases de la participation citoyenne, hein, 2 points de vue différents. Puis cet après-midi, ben, on essaie toujours d'avoir un après-midi qui est plus près du terrain. Donc, on va discuter avec nos panélistes. Donc, ils sont tous des représentantes d'organismes que la participation citoyenne, la participation parascolaire, ben c'est au cœur de ce qu'ils font. Donc, le panel va servir à présenter ce que font leurs organismes, puis aussi à montrer diverses formes de participation des jeunes, parce que en tout cas moi, quand je parle à des gens, puis qu'on a l'impression que les jeunes participent, ben c'est dans quoi? C'est beaucoup dans le sport. C'est beaucoup une demande pour des activités ludiques, mais il y a toutes sortes de secteurs. Puis donc, on essaie d'avoir 4 représentants de différents secteurs dans lesquels les jeunes peuvent s'impliquer, puis des gens qui mettent des organisations qui mettent en œuvre des programmes pour ces jeunes-là. Donc, on va avoir les arts et la culture, on va avoir la solidarité internationale, on va parler un peu plus des projets en environnement, en éco-citoyenneté, puis on va avoir aussi un retour sur la démocratie citoyenne avec nos 4 panélistes. Et donc, je vais les laisser se présenter parce que c'est le premier tour qu'on va faire de panel. Où est-ce que, je pense que c'est bien que tout le monde se présente. En 2 minutes, présentez-vous votre organisation, qu'est-ce qu'elle fait. Puis ensuite, on va faire un deuxième tour sur des projets plus particuliers. Fait qu'allez pas tout de suite dans le particulier, on va avoir un deuxième tour. Anne, est-ce que tu acceptes de commencer? J'accepte volontiers. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici. Très contente d'être en compagnie de d'autres belles organisations. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Anne. Je travaille en environnement depuis quelques années déjà. J'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement qui m'a apporté ici, donc au niveau de l'éducation relative à l'environnement. Je travaille maintenant pour le Lab 22 depuis bientôt 3 ans. Le Lab 22, c'est un organisme sans but lucratif qui accompagne des écoles dans leur transition socio-écologique. On existe depuis 2019 et nos actions se basent, en fait, on offre une démarche d'accompagnement d'une durée de 3 ans pour chacune des écoles qu'on accompagne. Et notre démarche se base sur le pacte de l'école québécoise que je vous invite d'ailleurs à aller appuyer. Tout le monde de la communauté peut aller l'appuyer, qui se divise en 4 axes et en 25 mesures. Donc, c'est vraiment notre feuille de route sur laquelle on se base pour notre accompagnement. Et je me l'étais noté parce que je ne vais pas oublier, on vise au lab le développement du pouvoir agir chez les jeunes à travers une éco-citoyenneté forte. Donc, puis ça, à travers notre démarche, des jeunes sont impliqués de près ou de loin. Voilà. Ça respecte le temps. Merci. Hélène? Je vais essayer d'être aussi disciplinée. Je m'appelle Hélène Martin, je suis directrice générale d'ACLAM. ACLAM, c'est une nouvelle organisation qui a muté, en fait. On était avant appelée la Corporation secondaire en spectacle. Et dans les dernières années, on avait le souhait d'étendre la bonne nouvelle que les activités culturelles sont bénéfiques et saines pour les élèves du secondaire, ce qui nous a mené à devenir ACLAM pour des écoles expressives. Alors, je vais vous en parler un peu plus rondement pour faire un petit mot sur mon parcours. Je suis diplômée de l'UQTR. En 2009, j'ai été diplômée. Mon projet de fin d'études au début du mois de janvier 2009 portait sur les effets de la pratique de l'improvisation théâtrale chez les adolescents. J'ai passé une entrevue d'embauche à l'URLS de la Mauricie pour devenir coordonnatrice du programme secondaire en spectacle et j'ai dit que mon projet de fin d'études était sur les effets du programme secondaire en spectacle chez les adolescents. Et j'ai tenu ma promesse. J'ai fait ça. Je suis tombée en amour avec le programme et ça fait depuis 2012 que j'en assure la direction et maintenant ACLAM. Alors, on va 2 minutes. C'est ça. Faut que je t'arrête. Non. Merci. Catherine? Catherine Levossé. Moi aussi, j'ai étudié à l'Université de Montréal et... Ah, On va pardon. vérifier le micro. Peut-être qu'il est pas... Est-ce que...
plus proche. OK, c'est beau. Alors, j'ai un bac en éducation physique, en enseignement d'éducation physique, et dans ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise était sur l'impact des matchs d'improvisation sur le parcours des jeunes du primaire. C'est ma maîtrise, c'est très drôle. Et ensuite, j'ai travaillé dans le milieu communautaire pendant plusieurs années, un petit peu de suppléance, et j'ai été embauchée, j'ai travaillé dans la recherche au Conseil supérieur de l'éducation pendant 10 ans. Une table extraordinaire pour le lien entre la recherche, la pratique et les savoirs expérientiels. Et je suis chez Élections Québec depuis 2019. Il y a un service d'éducation à la démocratie qui est peut-être plus méconnu, où on va dans les écoles pour former les jeunes dans les conseils d'élèves, mais aussi dans des groupes de francisation pour démystifier le processus électoral, pour accompagner des démarches de budget participatif dans des organismes jeunesse, et puis pour faire de l'information, mais aussi de susciter la participation citoyenne. Fait que pour faire le lien avec Stéphanie ce matin, on forme des citoyens démocratiques, donc qui sont axés sur la justice sociale, parce qu'on veut que ces citoyens-là puissent contribuer à maintenir les capacités démocratiques de notre société québécoise. Merci. Oh. Et Eugénie, pour terminer. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Eugénie Larente-Richer. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale, un long titre, au Carrefour de solidarité internationale. Donc, on est un organisme de coopération internationale situé à Sherbrooke. Vous dites peut-être qu'est-ce qu'un organisme de coopération internationale vient faire ici pour parler de participation citoyenne jeunesse. En fait, c'est que oui, on a tout notre volet d'action de solidarité internationale. On a des projets au Pérou, Mali, Haïti, mais on a des projets aussi pour répandre essentiellement les mêmes valeurs sur notre territoire d'intervention qui est l'Estrie. Et donc, on fait de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Essentiellement, ce que c'est de l'éducation à la citoyenneté, là, comme ce dont on a parlé ce matin, mais qu'on essaie de développer à un niveau international aussi. Donc, c'est de prendre connaissance un petit peu, de développer en fait une solidarité avec les autres communautés dans le monde, de découvrir aussi que nos choix, nos actions ont des impacts sur d'autres communautés, sur d'autres pays, qu'on peut avoir une agentivité à l'international aussi. Puis, on essaie de commencer petit un petit peu dans nos actions, donc de commencer par de la participation parfois qui est plus au niveau municipal, communautaire, puis ultimement d'amener les jeunes à une participation peut-être plus à l'international, donc de développer ce spectre-là de solidarité du local jusqu'à l'international. Et donc, moi, mon parcours est un peu plus court. Je suis un peu plus jeune. J'ai fait mon bac en politique à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait une maîtrise en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Puis après ça a été un petit peu éclectique, développement international, journaliste, et maintenant au Carrefour de solidarité internationale à Sherbrooke depuis 1 an. Donc, voilà. Est-ce que ta maîtrise portait sur l'improvisation théâtrale? Oui! Oui? Merci pour ce premier tour d'horizon. En fait, déjà, j'aimerais ça aborder un premier sujet qui est en lien avec la présentation, la première qu'on a eue ce matin. Donc, la professeure Deneau, elle parlait ce matin de l'adolescence comme période critique pour l'apprentissage de certaines compétences ou de aptitudes, savoir-faire, savoir-être nécessaires à la participation citoyenne. Puis, donc, j'aimerais ça à travers peut-être la présentation d'un programme, d'un projet que vous avez chez vous, et que vous nous parliez de ce que les jeunes viennent chercher dans ces programmes-là, dans ces projets-là chez vous, qui les rendent des citoyens qui vont être plus participatifs par la suite ou qui leur donnent des aptitudes pour mieux participer socialement par la suite. Donc, à travers peut-être un programme qui est fort, qui fonctionne bien, ou un projet qui fonctionne bien chez vous, qu'est-ce que les jeunes viennent chercher comme aptitude, comme savoir-être, comme savoir-faire? Hélène, est-ce que tu accepterais de briser la glace? Parce que je sais que les bienfaits de la participation aux activités culturelles, que ce soit à l'école, mais aussi ailleurs, on en avait parlé dans la dernière année, toi et moi. On en a quand même parlé à quelques reprises. Vous voyez, sur vos tables, on a glissé les dépliants qu'on a faits, qui sont issus de la recherche sur la pratique d'activités culturelles chez les élèves du secondaire. Nous, à CLAM, on s'intéresse aux élèves du secondaire et à tout ce qui est pratique d'activités culturelles, mais en parascolaire.
On pense que les activités sportives sont bien desservies. On pense que les gens croient à la nécessité d'avoir des activités physiques et sportives. Puis, selon les commentaires de nos chouchous, c'est les intervenants en loisirs en milieu scolaire. C'est les personnes qu'on privilégie dans le milieu scolaire parce que c'est les personnes qui mettent en œuvre tout le vivant, l'animation, les balles de finissant, le programme secondaire en spectacle pour nommer que lui. Puis, dans l'un de nos colloques, les intervenants nous avaient demandé, nous, ce qui nous aiderait, c'est d'avoir de l'argumentaire pour défendre les activités parascolaires artistiques dans nos écoles. Alors, on est parti avec ça. On est allé voir l'UQTR, Jocelyn, on a dit, je pense qu'on a besoin d'avoir une recherche scientifique qui démontre les effets de la pratique d'activités culturelles parascolaires chez les élèves. Vous la trouverez sur notre site internet acclam.ca/impact. Ça a quand même fait un bon pont. Depuis 30 ans, secondaire en spectacle est dans les écoles. Et secondaire en spectacle, la création de secondaire en spectacle, c'est par et avec les jeunes pour faire plaisir à Stéphanie Godet qui est présentée ce matin. Hélène Arsenault, une élève de secondaire 4, est arrivée dans le bureau de son intervenante en loisirs et elle a dit « J'aimerais ça qu'on organise un concours étudiant de talent, un peu comme Cégep en spectacle. » Parfait, Hélène, on va organiser ça avec toi. Et est né secondaire en spectacle. 30 ans plus tard, on se rend compte des effets et ce qu'on savait, c'est on comprend les effets de la pratique, mais il n'y avait rien encore de nommé, décrit. Dans les compétences, on parle de l'éthique de travail, la confiance en soi, l'estime de soi, la santé mentale positive, qui est un mot qui est très populaire depuis les 2-3 dernières années. On a quantifié que 83% des élèves qui participent à nos rendez-vous improvinciaux non compétitifs, d'improvisation, nos rendez-vous provinciaux plutôt, 83% d'entre eux, ça contribue à leur estime de soi, à leur confiance en eux, la diminution de leur anxiété. Ça travaille leur empathie. On pense à un groupe de 12 jeunes filles qui veulent faire un numéro de danse. Elles doivent trouver un local dans l'école. Elles doivent trouver du matériel audiovisuel, encore plus l'année prochaine quand ils auront plus leur cellulaire. Elles doivent trouver une date qui convient à toutes les 12 pour faire leur pratique. Elles doivent avoir un consensus des prises de décision. Elles doivent collaborer entre elles pour que tout le monde s'entende sur le numéro à présenter. Ça, c'est des compétences transversales. Et là, Pierre-Yves McSween, le 7 mai dernier, à tout un matin, le matin, parlait de l'importance des activités parascolaires chez les élèves parce que ça va travailler leurs compétences transversales pour le monde du travail, pour éventuellement, et lui, Pierre-Yves McSween, il parlait que ça allait augmenter la valeur marchande de vos enfants. Fait que ça, c'est son langage de comptable. On peut trouver ça choquant de la façon qu'il dit, mais de travailler les compétences et d'investir dans le développement des compétences par la pratique d'activités parascolaires, je pense que c'est un choix gagnant. Et dans les autres compétences, notamment, je vais finir là-dessus parce que je pourrais en faire longtemps, il y a l'adaptabilité. Quand on est dans un groupe, quand on fait un numéro, quand on est dans une ligue d'improvisation, qu'on est en train de faire une improvisation et là, il y a quelqu'un qui fait une troisième entrée et que je m'attendais pas à ce qu'elle dise ça, là, ça défait tout. On travaille notre adaptabilité. Et selon Sonia Lupien, qu'on connaît tous comme étant la grande chasseuse de mammouths en chef, l'adaptabilité, c'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont avoir de la facilité à traverser les crises en acceptant toujours de faire des erreurs, mais on s'adapte, on est créatif, on est résilient. Et ça, les activités parascolaires, culturelles, artistiques chez les élèves le font, démontrent qu'on est capable d'augmenter ces compétences-là pour les élèves. Chez les sportifs aussi, là, c'est correct. Mais les sportifs, on en parle déjà.
Fait que c'est correct là, qu'on en parle des sportifs. On peut-tu penser à nos jeunes artistes également? Fait qu'un esprit sain dans un corps sain. Fait que ça passe par, peut-être qu'un élève va s'épanouir en jouant au basketball. Peut-être que pour un autre, prendre une marche, c'est suffisant. Mais lui, ça va être les arts visuels, la photographie, ça va être l'improvisation secondaire en spectacle qui va faire en sorte qu'il va trouver un sentiment d'appartenance et qu'il va avoir enfin trouvé sa place dans son école. C'est 4 minutes. C'est comme vous voulez, rendu là. Rendu là. Non, mais tant que c'est pertinent, et ça l'était, donc on continue. Mais ça faisait réagir, je pense. Peut-être Anne? Oui, ben j'allais prendre la balle au bon face au fait que les sportifs, j'en suis moi-même une grande sportive. Je l'entends beaucoup dans les écoles que j'accompagne du fait que ben les sports ont beaucoup la cote, puis les gens environnementalistes dans les écoles, ben ils ont beaucoup moins de pouvoir agir, on dirait. Ils ont moins de moyens, point. On dirait qu'ils ont moins la voix au chapitre et ça les dérange. Donc, ben c'est ça. Je vais parler un petit peu des programmes activités jeunesse qu'on propose au lab. Tout ça pour dire qu'en fait, les trois peuvent cohabiter. Parce que je suis vraiment d'accord face au fait que le parascolaire, en fait, un parcours scolaire devrait pas se limiter à des notes. On me l'a souvent dit. Tu sais, quand on se met beaucoup de pression liée aux notes, mais l'implication scolaire externe, c'est tellement important. Donc, au lab, pour donner la parole aux environnementalistes des écoles, on a différents éléments. Je vais commencer par c'est un programme qu'on a implanté. Dans le programme québécois en éducation, il n'y a pas vraiment d'orientation environnementale, si ce n'est que dans le programme CCQ, citoyenneté, merci. Culture et citoyenneté québécoise, c'est parce que je suis devant des gens que je m'en souvenais plus. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est proposé dans le programme québécois. Alors, là, je vous donne un exemple que moi, j'ai fait avec une école. On a implanté un programme complet, donc un cours éco-citoyenneté et monde durable au collège Bourget. Donc, mais ça, c'est un programme, oui, complet qui a été fait en partenariat avec le Lab, mais plusieurs écoles ont aussi intègrent des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, essaient d'intégrer le plus possible ça. Puis ça, ce que ça fait, en fait, c'est le développement d'éco-citoyens, éco-citoyennes, donc des jeunes qui vont être informés des enjeux socio-écologiques. Fait que ça, à mon avis, ça contribue à l'avènement de citoyens co-responsables et qui participent à la vie démocratique. Puis ensuite, je veux parler aussi du fait que au Lab 22, on a un comité consultatif jeunesse qui s'appelle J22. On est d'ailleurs en recrutement si vous avez des jeunes de votre entourage âgés de 15 à 29 ans. Bon, on jeune, on ratisse un peu large, là, mais bon, c'est 15 à 29 ans. Et ce comité-là, en fait, sert... Je regardais tantôt l'échelle que Madame Gaudet présentait. Je pense qu'on a moyen de monter encore plus haut avec ce comité-là. Ça me fait réfléchir. Ces jeunes-là nous donnent leur avis sur des projets qu'on fait, mais déploient aussi leurs propres projets. Donc, on essaie beaucoup au Lab de rester au diapason avec ce que les jeunes ont à dire. Mais vraiment, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Ça me fait réfléchir tantôt. Puis, dernière chose, activité jeunesse qu'on fait, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu, mais ce qui favorise vraiment une implication, c'est la reconnaissance, tant auprès des membres du personnel que des élèves. Puis au Lab, on crée des journées de la transition, dont je te parlais un petit peu plus tôt. On en a une demain d'ailleurs. Puis la journée de la transition, c'est quoi? Ben, des fois, il y a des partenaires invités qui viennent parler aux jeunes, mais c'est vraiment des moments qui servent à outiller les jeunes, à inspirer les troupes impliquées. Puis là, tantôt j'en parlais, mais on organise un jeu d'évasion autour de l'environnement demain. Fait que, en tout cas, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment chouette. J'ai hâte de le tester. Normalement, j'aurais pu vous en parler, mais il y a eu une tempête de neige, donc ça a été reporté à demain. Voilà. Regarde des scoops. Parfait. Je prendrai la balle au bon. Chez Élections Québec, on a un programme qui, pour le milieu scolaire, qui englobe toutes les activités, en fait. Ça s'appelle Vox Populi, ta démocratie à l'école, puis c'est pour accompagner les conseils d'élèves. Donc là, c'est vraiment le volet d'éducation à la démocratie.
où on laisse une place aux jeunes pour se prononcer sur les enjeux qui les touchent à l'intérieur de l'école. Donc, c'est une instance de gouvernance scolaire au même titre que les conseils de parents ou les conseils d'enseignants. Et c'est ça qu'on essaye aussi d'accompagner les responsables pour qu'ils leur laissent une réelle place aux jeunes, pour qu'ils s'expriment et puis qu'ils puissent faire un changement dans leur école pour montrer que quand on s'implique dans la vie démocratique, on a le pouvoir de changer les choses. Alors, on accompagne les jeunes, on fait des formations pour les élèves, on fait des webinaires pour les adultes. Et puis, on accompagne aussi les jeunes qui siègent sur le conseil d'établissement parce que c'est leur première expérience d'engagement démocratique avec des adultes. Et c'est pas tous les jeunes qui sont préparés par les adultes à jouer ce rôle-là. Donc on va leur parler de leur engagement. Pourquoi je m'engage, moi? Qu'est-ce qui fait, puis c'est valide pour les adultes aussi, qu'est-ce qui fait que je reste engagée dans une participation citoyenne? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me désengage? Pour certains, c'est que ils n'ont pas d'influence, donc ils vont se désengager. Pour d'autres, c'est ils s'engagent dans le conseil d'élèves ou au conseil d'établissement parce qu'ils veulent faire une différence, mais ils veulent aussi être en lien, avoir un sentiment d'appartenance. Fait qu'on parlait du sport ou des arts, mais même les motifs d'engagement peuvent être divers, puis c'est pas important si je m'en vais dans mon conseil d'élèves ou dans mon comité d'environnement parce que je vais être avec mes amis, c'est tout aussi valide que si je le fais parce que je veux vraiment peut-être devenir le prochain ou la prochaine première ministre du Québec, là. Il n'y a pas de jugement sur la nature de l'engagement. Ce qu'on fait avec ces activités de participation et d'engagement démocratique, c'est de dire que on peut tous jouer un rôle pour la vitalité de notre démocratie, puis il faut juste trouver notre place. Ça peut être au devant de la scène, puis dans les apprentissages que les jeunes font, ça peut être d'apprendre à communiquer, à faire un message, mais ça peut être aussi à faire des recherches documentaires pour développer un projet, puis développer un argumentaire pour les adultes. Puis là, je parle des conseils d'élèves. Donc, on est dans le monde scolaire, mais nos activités visent aussi des jeunes qui sont plus éloignés de la participation politique. Et souvent, ils s'engagent pas, ils n'ont pas l'impression de faire partie de l'écosystème de la société parce qu'ils connaissent pas. Il y en a qui disent ben moi je vais pas voter, j'ai pas étudié, j'ai pas fini mon secondaire ou j'ai pas étudié en sciences sociales. Donc, il y en a qui partent de loin, ils pensent que leur voix ne compte pas dans la société. Donc, c'est de leur démystifier les processus démocratiques, puis de voir dans quoi ils ont envie de s'engager pour faire une différence. Puis quand on fait des activités où ils participent vraiment, puis ils s'approprient de façon concrète le processus de vote, par exemple, ou faire valoir un point de vue auprès de la municipalité ou pour un parc où vous avez toutes sortes de situations là. Bien, on leur montre comment ils peuvent faire une différence, quel que soit leur profil, et ils font partie de cette société démocratique dans laquelle on est. Voilà. Et je suis contente de passer en dernier. Ça me fait voir qu'il y a tellement même si c'est des domaines qui sont différents là, dans nos lieux comme dans nos sphères d'activité, les objectifs sont tellement similaires. Nous, on est surtout dans la participation citoyenne politique, je dirais. On a plusieurs projets, là, mais les deux dont je vais plus parler aujourd'hui, c'est le Conseil municipal jeunesse, qui est un peu une forme malheureusement moins aboutie que la commission à Gatineau, mais quand même, on en est fiers. Puis, une simulation de l'ONU. Et donc, le premier, là, le CMJ, Conseil municipal jeunesse, je vais dire des acronymes, sinon c'est quand même très long. Donc, le CMJ, dans le fond, c'est un projet qui existe depuis 2011. Moi, d'ailleurs, je l'avais fait quand j'étais au secondaire, puis aujourd'hui, je le coordonne, fait que c'est quand même un beau parcours d'engagement. Dans le fond, c'est un conseil municipal jeunesse, donc pour les jeunes de secondaire 4-5 sur le territoire de Sherbrooke. On essaie d'avoir habituellement une délégation d'élèves de presque toutes les écoles secondaires de Sherbrooke, ce qui nous fait habituellement une vingtaine d'élèves. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais depuis 3 ans, on a des petites difficultés de recrutement. Puis, et donc, c'est ça. À la fois, il y a comme un objectif double, simulation, mais plaidoyer aussi. Donc, pendant 4 mois, on a notre cohorte de jeunes de janvier à mai, donc ça vient de se terminer cette année. Des jeunes qui reçoivent des formations chaque semaine sur
ce que c'est la politique municipale, comment ça fonctionne, c'est quoi les champs de compétences d'une ville, c'est quoi le rôle d'un élu, d'une mairesse, etc. Et c'est des formations qui sont données par moi, mais aussi par des formateurs de l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a vraiment un beau partenariat, puis une autre jeunesse aussi. Là, c'est des jeunes dans le début vingtaine qui sont impliqués. Donc, qui font les formations aussi. On a un beau mentorat. Et donc, oui, il y a les formations plus théoriques, protocoles, d'assemblée, lors de débattre. Mais les jeunes travaillent aussi sur des recommandations qu'ils vont remettre aux élus puis à la ville. Donc, chaque année, là, il y a 2 thèmes qui sont choisis, un par la ville, l'autre par les jeunes. Et ils vont chacun rédiger 2 recommandations. Et là, le projet se termine par une séance publique à l'hôtel de ville. Donc, les jeunes siègent vraiment là, à la place des élus. Ce sont eux les élus. Cette année, c'est la mairesse qui présidait la séance. Donc, ça ajoute du décorum aussi, puis de la reconnaissance. Et donc, là, ils débattent de leurs recommandations et à la fin, ils adaptent des recommandations qu'on va remettre aux élus. Donc, c'est là que la forme de plaidoyer arrive. Cette année, on parlait de lieu de rencontre jeunesse. Donc, je trouve que c'est particulièrement à propos avec le thème de l'observatoire. Et des co-responsabilités. Les co-responsabilités, c'est un thème qui revient là, à chaque année pratiquement. On parle de transport en commun, d'animer les parcs, de penser aux adolescents quand on pense les parcs, etc. Donc, ces espaces communs-là, maison des jeunes aussi, comment on peut les dynamiser, les mettre de l'avant, etc. Donc, ça, c'est le premier projet là, fort. Puis, avec ça, ben, on veut développer justement un sentiment d'appartenance avec la communauté, avec la ville, développer évidemment des compétences de participation citoyenne aussi, et ben, avoir un lieu d'échange et d'influence avec les acteurs politiques. Là, je me rappelle plus qui l'a nommé, mais c'est important la reconnaissance, mais de sentir aussi que ce qu'on dit, ce que les jeunes disent, ben c'est pas juste du vide. Puis une fois la simulation terminée, ça mène à rien. Les élus écoutent. Après, il y a la réalité, la machine politique, ce que c'est, etc. Mais au moins, ils sont présents et il y a la mairesse, puis les recommandations peuvent cheminer quand même dans l'appareil politique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis, et oui, on parle beaucoup de sport, puis c'est dur de recruter, surtout je veux dire, la politique, parfois, quand on a 16 ans, c'est pas nécessairement comme sexy, on n'a pas nécessairement envie de s'impliquer là-dedans, mais on essaie de dire aux jeunes que, ben, viens avec des amis, ça peut être juste un autre lieu pour rencontrer d'autres personnes qui peut-être pensent comme toi, puis on essaie beaucoup de leur faire prendre connaissance que même s'ils n'ont pas le droit de vote, ils payent pas de taxes ou d'impôts, etc., ils sont citoyens, puis les pistes cyclables, les bibliothèques, les parcs, eh bien ça, ce sont des compétences municipales et ce sont des services qu'ils utilisent. Et donc, ce sont les meilleurs pour nous dire est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que le transport en commun est adéquat à Sherbrooke? Vous êtes les experts de cette situation-là, on veut vous entendre. Fait que quand il y a ce petit déclic-là, c'est vraiment intéressant. Là, puis là, ils se disent « Ah, ok, coudonc, ben oui, j'ai quelque chose à dire. » Puis là, c'est là, ça devient intéressant. Et je vais aller plus rapidement pour notre deuxième projet. C'est une simulation de l'Assemblée générale de l'ONU, donc la SAGNU. C'est une simulation là qui rassemble à peu près 200 élèves là, chaque année à Sherbrooke. Ça fait 25 ans que ça existe, donc depuis 1998. J'ai pas fait le calcul, je l'ai écrit. Puis, donc là, c'est ça, on est vraiment plus à l'international, mais on veut développer justement qui deviennent plus sensibles aux problématiques justement de relations internationales, à la diplomatie, comment ça fonctionne, les institutions, le fonctionnement, puis qui s'approprient ces mécanismes-là, puis reconnaissent l'importance aussi. Comme ça, quand ils lisent les nouvelles, ben ils comprennent, ok, l'ONU, de quoi on parle, les diplomates, les délégations, etc. Et donc, encore une fois, c'est avec des étudiants en politique là, qui leur font des formations. Et le temps d'une journée, ben ils sont vraiment dans la peau d'un pays. Ils sont des diplomates, des représentants, et ils doivent respecter, se mettre dans la peau puis la position de ces pays-là. Donc, il y a des assemblées, il faut qu'ils rédigent une résolution, proposent des amendements, etc. Donc, et on est plus dans le volet international, mais encore une fois, on vise à développer la solidarité aussi. Dans tout ce que vous avez dit, moi, je remarque quelque chose. Aussi, dans les préparations qu'on avait fait ensemble, c'est que tout ce que vous mettez en œuvre dans vos organisations se passe dans des contextes où les jeunes, en fait, sont dans un contexte collectif. Puis il y a beaucoup de choses qu'on fait dans un contexte individuel aujourd'hui. Les jeunes on le voit affiché partout, sont absorbés par leur téléphone. C'est quelque chose de très individuel où il y a une communication avec les amis, avec les pairs, mais à travers la machine. Puis on se ramasse tout ça. Mais moi, on dirait que dans les conversations qu'on a eues, qu'il y avait un apprentissage des clés de la mobilisation. Puis de jusqu'où ça peut nous amener la mobilisation. Alors que dans le contexte strictement du cursus scolaire ou dans la famille, c'est quelque chose qu'on
on se fait moins apprendre. Avez-vous l'impression que justement, ou avez-vous des anecdotes à raconter par rapport à cette mobilisation, l'apprentissage des clés de la mobilisation? Peut-être que j'irais sur les habiletés sociales du vivre ensemble. Parce que dans les délibérations démocratiques, on dit il faut s'écouter, mais qui enseigne aux enfants ou aux jeunes comment on fait pour écouter? Nous, on s'est aperçu justement dans les délibérations au sein des conseils d'élèves que c'est pas toujours démocratique. Il y en a qui prennent plus de place, il y en a qui ridiculisent l'idée des autres. Donc, on a outillé les conseils d'élèves avec des stratégies pour le tour de parole, etc. Et surtout pour décider ensemble, c'est une suite d'habiletés sociales très simples comme accepter son partenaire. Comment on fait ça, accepter son partenaire? Il y a des gestes, il y a des paroles qui nous démontrent qu'on le fait. Fait qu'on a un jeu de vie d'habiletés sociales là, où les jeunes doivent les ordonner de la plus simple à la plus difficile. Puis, dépendamment des équipes, c'est pas le même ordre. Donc, juste le débat sur l'ordre est important. Puis après, on leur dit, vous dans votre groupe, puis ça peut être un comité, ça peut être n'importe quelle structure en fait de décision. C'est quoi l'habileté qui est la plus problématique? Travaillez celle-là, puis après vous en prendrez une autre. Parce que on va dire aux jeunes, travaillez en équipe. Mais on s'arrête pas souvent à leur donner des outils très concrets de comment faire ce travail d'équipe-là. Puis la délibération, le dialogue public, écouter les idées des autres, même exprimer ses idées quand elles sont différentes. C'est pas spontané. On va tendance à dire là tout le monde a l'air de dire la même chose. Moi je vais rien dire. Ça s'apprend. Et dans un contexte d'apprentissage de l'école, mais même dans des organismes, dans des centres communautaires, on peut apprendre ces habiletés-là par le jeu et c'est important de les apprendre. En préparation, on avait, c'est toi qui avais appelé ça les compétences pour accepter son partenaire. Surtout dans un contexte de débat ou un contexte politique, parce que c'est important d'apprendre ça quelque part. Si on fait juste écouter le débat des chefs, c'est pas un très bon exemple. Donc, oui, des compétences pour discuter, pour accepter l'autre dans la différence, finalement, d'opinion. J'avais une anecdote là-dessus. Il y a des élèves qui sont allés à l'Assemblée nationale, puis qu'on fait une analyse des débats, de la période de questions avec les indicateurs du dialogue du programme de CCQ puis d'éthique. Et c'était très intéressant de voir ces observations-là, justement, dans l'espace public, là. On parlait de proximité, puis ça m'a interpellée en fait, parce que ACLAM travaille pour le programme secondaire en spectacle avec des mandataires régionaux qui sont majoritairement des unités régionales de loisirs et de sport. Alors, au lieu de ACLAM, dont le siège social est à Trois-Rivières, au lieu d'avoir 16-17 personnes comme employés, comme membres de l'équipe de travail qui coordonne le programme de Trois-Rivières partout au Québec, on a un point d'ancrage, on a des yeux partout sur le territoire qui connaissent la réalité de leur territoire. Ce qui fait en sorte que en Estrie, je vois Marie-Pierre, elle les connaît, les écoles secondaires de son territoire. Elle connaît l'intervenant en loisirs qui est dans l'école et c'est plus facile d'un point de vue d'organisation quand on a un point d'organisation dans la région. C'est la proximité entre l'école et le mandataire régional qui va nous permettre d'avoir une meilleure portée pour les activités. Maintenant, dans l'école même, quand le jeune est ciblé ou quand le jeune fait une activité parascolaire, ça crée un lien avec un adulte significatif dans l'école. Puis ce lien-là, il est primordial. Que ce soit avec l'intervenant en loisirs, je vais en revenir là, mais il faut en parler. Que ce soit avec l'enseignant en musique qui décide de faire des midi jam à l'auditorium, peu importe que ce soit avec qui, ce lien signifiant-là avec l'adulte peut avoir des retombées aussi sur le sentiment du jeune de se sentir interpellé par la vie scolaire. Puis quand le jeune sent qu'il y a un sentiment d'appartenance envers son école, ça amène une souveraineté. Hey, c'est mon école.
Donc, quand vient le temps d'avoir des sondages, des questionnaires, il va se sentir sans doute davantage interpellé parce que c'est son école à lui. Donc, il se sent souverain de faire partie du processus décisionnel. Tout ça grâce à l'improvisation. Donc, mais donc, il est plus enclin à se mobiliser dans des démarches collectives comme ça, pour donner son avis, pour faire changer les choses, pour... Absolument. Puis, ça peut avoir l'effet inverse de, ben c'est toujours les mêmes. Mais c'est sûr que quand le lien est établi entre le jeune et l'adulte, ben ça va peut-être, le jeune qui participe à toutes les activités risque d'être la porte d'entrée pour aller chercher d'autres jeunes pour faire d'autres activités. Mais ça, c'est un autre enjeu. C'est toujours les mêmes. Je vois Catherine. Eugénie, ça te fait réagir? Vraiment, dans le sens où nous, notre recrutement aussi, les écoles secondaires là, sont vraiment des partenaires très, très précieux pour notre recrutement. Ils nous accueillent dans leur classe. On a des enseignants là, qui nous invitent année après année, puis plusieurs fois dans l'année parfois. Donc, c'est un lien qui est super important parce qu'ils connaissent leurs élèves. Et chaque fois que il y a des enseignants qui recrutent directement des élèves, pas nécessairement parce que c'est la personne qui aurait levé la main, mais parce que l'enseignant ou l'intervenant, quelqu'un d'autre dans l'école a remarqué que chez cet élève-là, il y avait un intérêt, un potentiel, il y avait quelque chose, une petite graine là, à développer. C'est des élèves après qui disent OK, quelqu'un a vu du potentiel, a vu que je pouvais peut-être avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ben là, ces élèves-là finissent par justement comme s'impliquer. Puis c'est une courroie tellement importante. Puis on essaie de miser sur ce lien-là d'adultes clés là avec d'autres élèves que nous on n'a pas tout le temps non plus parce qu'on les côtoie pas ces élèves-là avant de les recruter. Mais c'est vraiment précieux. Puis c'est justement pour éviter que ce soit parfois toujours les mêmes qui lèvent la main puis qui ont une facilité puis l'envie de s'impliquer. Là. Fait que ça, c'est une belle manière de trouver, d'élargir le bassin. Je vais encore faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Nous, on a beaucoup de difficultés au niveau du recrutement pour les comités verts. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'environnement, c'est encore pas cool aux yeux des jeunes, alors que nous, on aimerait que ça devienne la norme et non pas seulement l'exception. Puis donc, il y avait beaucoup de difficultés. Bon, c'est toujours difficile, sauf que je veux juste partager les résultats parce que c'était intéressant. On est allé faire un sondage à une école qui est le Collège Saint-Maurice, que leur comité vert, c'est au-dessus de 25 jeunes impliqués. Ça, c'est un miracle. D'habitude, là, tu sais, c'est comme 2, 3, 4, 5 jeunes. Puis, tu sais, c'est comme toujours, même profil type de jeunes, tout ça. Puis là, on se disait, Collège Saint-Maurice, qu'est-ce qu'ils ont? Fait que là, on a été sonder les jeunes. Puis ce qui faisait vraiment la différence au niveau du recrutement, bon, après, faut toujours un adulte mobilisateur, que, tu sais, les jeunes ont envie d'embarquer. Ils passaient dans chaque classe, recruter, vraiment, puis expliquer les pour, les contre, dire véritablement c'était quoi s'impliquer dans un comité vert. Puis ce matin, l'enseignante parlait la professeure parlait de la pizza, mais ça fonctionne. Eux autres, il y avait une activité qui revenait d'année en année, puis les jeunes, ils trouvaient ça vraiment, vraiment chouette. Fait que je voulais juste le préciser, recruter dans les classes, puis quand leurs amis étaient impliqués, ça incitait les autres à s'impliquer. Puis tu sais, il y avait rien de nouveau dans leur comité vert, tu sais, mais c'était un recrutement à contact humain à humain. Encore une fois, on en parlait ce matin. Et ce que je voulais dire, tantôt, Eugénie, tu parlais des aménagements de parc, impliquer les jeunes dans les aménagements de parc. Je voulais absolument parler d'un projet qui a été inauguré, je pense que son lancement est même pas fait encore, mais bref, il y a une école, je pense que c'est dans les prochains jours, là. Il y a une école. Dans les scoops, là. Oui, c'est ça. C'est le printemps, c'est une grosse période. Qui a fait un projet de mobilisation jeunesse pour vraiment l'aménagement d'un espace vague. Donc, c'est une école à Montréal qui a vu qu'il y avait un espace vacant, comme ça. Fait que a été au conseil de ville avec un groupe de jeunes pour savoir si ils pouvaient transformer ce milieu-là. Puis là, leur idée, ça a été de transformer ça en milieu de vie pour la communauté avec du mobilier urbain, une sculpture. Les jeunes ont décidé la forme qu'allait avoir la sculpture. Donc, ça, les jeunes là, au niveau de l'acquisition d'aptitudes, de compétences, de connaissances, et, je veux dire, quand ils peuvent participer concrètement, qu'ils voient le résultat, qu'ils sont consultés, qu'ils sont écoutés, c'est vraiment ce que vous venez toutes de dire, c'est fou la différence que ça peut avoir. Il y a plusieurs éléments là qu'on pourrait revenir dessus, notamment la question de la sollicitation que la professeure Gaudet
ce matin parlait que c'était le meilleur moyen de recruter les jeunes. Tu sais, dans l'école où on passe dans chaque classe pour recruter, même pour un projet comme l'environnement qui est moins de base sexy là, pour les jeunes, là, tu sais. Ben à ce moment-là, la participation est meilleure. Puis tu sais, si dans le projet avec le parascolaire culturel, les intervenants des personnes qu'on avait rencontrées disaient, en fait c'est une anecdote, c'est une personne qui disait, mais moi mon école c'était pas cool la musique. Puis une fois on est parti en compétition provinciale et on est arrivé dans une école où le joueur de corps français c'était comme le corps arrière de l'école, là. Tu sais, il y avait cette popularité-là, puis on a dit, voyons, le climat est donc bien différent ici. C'est sûr que, tu sais, si tous les enseignants, si tout le personnel scolaire est derrière la cause, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit l'environnement, ou les trois en même temps et d'autres en même temps, ben c'est mieux accepté. Je pense que cette culture-là dans l'école a un rôle à jouer. Ou dans d'autres milieux, on parle des écoles beaucoup depuis tantôt, mais veux pas, c'est une porte d'entrée à la participation qui va se répéter ensuite dans les maisons des jeunes, dans les centres communautaires, dans les municipalités elles-mêmes aussi, là, tu sais. Ce que tu parles là, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on constate comme étant dans les forces du programme secondaire en spectacle, c'est l'aspect interscolaire. Donc, le jeune va faire un concours de talent dans son école, dans certains cas, va gagner sa finale locale, va se rendre à la finale régionale et nous, nos rendez-vous provinciaux sont non compétitifs. Là, je regarde Gabriel parce que ça fait 20 fois que je prends le même exemple, mais le jeune de Havre-Saint-Pierre qui joue du piano, qui arrive à Thetford Mines, puis qui pense que c'est le seul qui aime le piano au monde, le seul gars de 15 ans qui joue du piano. Puis là, il arrive dans un rassemblement non compétitif, 850 jeunes, il y en a 50 qui jouent du piano comme lui, qui aiment la musique, qui s'épanouit grâce à ça. Fait que la force de l'interscolaire, ça permet un mot qui est toujours pas accepté dans le petit Robert, la démarginalisation de la pratique d'activités culturelles. Ah, ok, je suis pas seule. Ça, ben ça a quand même un caractère. Tu sais, les 2-3 membres du comité vert là qui sont tout seuls à faire ça, mais quand tu les retrouves dans un événement interscolaire, que là c'est tous les membres des comités verts du Québec, ce que vous faites demain en primeur, on le sait. Ben ça c'est un effet qui est très mobilisant chez les jeunes de voir qu'ils sont pas seuls. Autant voir qu'ils sont pas seuls, que parfois c'est de voir aussi qu'il y a d'autres réalités. Hein, c'est quelque chose qui était ressorti dans notre démarche de se rendre compte qu'il y a d'autres situations, il y a d'autres réalités que la nôtre. En solidarité internationale, j'imagine que c'est clé dans donc découvrir que oui, au Québec, on a notre situation, il y a une pauvreté au Québec, il y a une richesse au Québec, mais ailleurs, ces richesses-là ou ces pauvretés-là peuvent prendre une ampleur qu'on peut même pas s'imaginer quand on a cet âge-là ou quand on... On donne des ateliers dans les écoles aussi pour parler, entre autres, de commerce équitable. Puis, on a un gros jeu là qui s'appelle Globopoly qu'on a conçu à l'interne, qui va bientôt être mis en vente. C'est un jeu qui vise à faire prendre conscience de nos privilèges, puis de l'impact de nos actions sur d'autres communautés dans le monde. Et donc, dans le fond, chaque équipe est un personnage. Puis, c'est des personnages, donc des personnes qui viennent de d'autres pays. Et donc, ils partent pas toutes de la même case parce qu'ils ont pas tous les mêmes privilèges puis les mêmes réalités. Puis là, si quelqu'un joue son tour, cette personne-là avance, mais il y a peut-être quelqu'un qui recule de 2-3 cases. Donc, on prend connaissance justement là, c'est dans un jeu, mais après, ça ouvre les discussions puis ça nous amène justement à parler des inégalités sociales, de nos privilèges au Canada. Puis, dans un autre atelier, on parle de commerce équitable, mais on parle de répartition des richesses aussi. Puis, il y a toujours un chiffre qui fait beaucoup sursauter les jeunes parce qu'on divise une barre de chocolat selon la répartition de la richesse dans le monde. Et là, je leur dis, la classe des riches, en fait, c'est 100 000 $ à 1 million de $ de revenus à peu près. Ça, c'est la classe des riches dans le monde. Là, il y a tant de pourcentage de la population qui fait partie de cette classe-là. Et là, ils se disent, moi, je suis pas riche, pourtant. Puis, effectivement, peut-être qu'au Canada, tu te sens pas comme une personne riche, mais si on compare après au reste du monde, la vaste majorité de la population dans le monde ne fait pas partie de cette classe-là. Il ne fait même pas partie de la classe moyenne non plus. Fait que ça permet, justement, de prendre connaissance de ses propres privilèges ici, là, ouais. En tout cas, je vois le temps qui avance. C'était notre thème 1.
Ben, il y en a pas 5000 non plus. Mais en fait, le but du panel, c'est de parler de ce que vous faites, c'est de parler de justement à quoi servent les programmes pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher. Dans la conférence de Stéphanie Gaudet ce matin, on parlait aussi à la fin, il y avait les facteurs de succès de ces programmes-là, de ces projets-là. On en a abordé quelques-uns déjà, mais peut-être si on avait à revenir sur un facteur de succès que vous vous dites, quand ça je l'ai dans mon projet pour les jeunes avec les jeunes, quand ça je l'ai dans mon programme pour les jeunes avec les jeunes, c'est un succès. Ce serait quoi? Puis Catherine, si tu veux bien ouvrir le bal, je me souviens qu'en préparation, on avait parlé de l'apprentissage expérientiel. C'était quelque chose qui était central chez vous. Oui, puis j'élargirais. En fait, toutes nos activités sont des activités participatives et puis interactives, mais le but, c'est de vivre la démocratie. Quel que soit l'endroit, c'est de faire vivre des expériences positives de démocratie aux jeunes et même à des adultes. Là. Et quand on est dans que ce soit le programme Vox Populi à l'école ou que ce soit dans un centre d'éducation des adultes où on met une instance aussi de participation, ou que ce soit de faire vivre un budget participatif dans une municipalité, faut que ce soit pour vrai. Quand on consulte les jeunes, c'est qu'on veut tenir compte de leurs décisions. Sinon, on va nourrir le cynisme et on va les désengager pour leur vie future. Puis c'est pas ça qu'on veut. Quand on fait de l'éducation à la démocratie, on veut vraiment les mobiliser et leur donner des expériences où ils vont voir qu'ils peuvent apporter un point de vue. Dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires aussi, on a un outil qui s'appelle l'entente de collaboration. Donc, quand on met une instance d'un conseil d'élèves, on demande à la direction de remplir une entente avec le conseil d'élèves pour délimiter son aire décisionnelle. Donc, par exemple, une école, souvent les écoles secondaires, les jeunes veulent parler des uniformes ou du code de vie. Si le code de vie a été défini l'année d'avant avec le conseil d'élèves, peut-être la direction va dire, cette année, on retravaille pas dessus, mais gardez en note vos préoccupations, puis on s'ajustera à la fin de l'année. Il vaut mieux le savoir avant, parce que si pour les élèves de cette année-là, c'est ça qui est le plus important, qui travaillent, qui mettent toute leur énergie, puis ils ont une fin de non-recevoir, ça va les démobiliser pour le restant de leur implication. Quand on fait une démarche de budget participatif, c'est la même chose. Si on fait, que ce soit une école ou un organisme jeunesse, ou peut-être qu'une municipalité peut dire, il y a un montant de 1000$ pour un budget participatif, on crée un comité de pilotage avec les jeunes, puis par et avec. On donne les paramètres, ça doit être réalisable. Il y a peut-être des champs sur lesquels on veut pas, ou on veut une thématique. Ça peut être aménager un parc, une cour d'école, ou dans une école, le thème c'était d'améliorer le bien-être à l'école cette année-là. Après, c'est les jeunes qui déterminent les projets. Ils doivent répondre aux critères, ils les soumettent au vote et l'instance, la direction s'engage à réaliser le projet qui va avoir eu le plus de votes. Si on fait pas ça, là, c'est de la fausse démocratie et on va nourrir le cynisme. Ça, c'est vraiment faut que ce soit pour vrai. Puis rapidement, je me souviens qu'on avait parlé qu'il y a un apprentissage expérientiel qui se fait notamment par les jeunes qui peuvent maintenant travailler pour les élections. Donc, on est dans le concret, on le vit. Ça, c'est l'autre volet plus par rapport aux élections. La loi électorale a changé au Québec et maintenant, les jeunes de 16-17 ans, donc qui ne sont pas encore des électeurs, peuvent travailler aux élections. Et il y en a eu dans l'élection partielle de Terrebonne. Et on a fait, c'était majeur, là, il y avait beaucoup de jeunes qui se sont inscrits. On a fait des focus group pour voir si la formation qu'on donnait pour les préparer était adaptée, comment ils ont trouvé leur expérience. Je vous rappelle, c'est quelque chose comme 15 heures de présence, là, sans cellulaire. Pour l'anecdote, souvent c'est long. Un des premiers mots qu'ils disent c'est long, mais ils ont vraiment apprécié l'expérience. Ils nous ont fait des rétroactions très judicieuses sur le matériel le matériel qu'ils avaient pour jouer leur rôle. Ils avaient le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, qu'on leur faisait confiance. C'est quand même une responsabilité. Ils découvraient tout les coulisses du vote, comment c'était important, puis le plus important, c'est qu'ils disaient, oui, mais il y a tellement peu de monde qui vont voter, puis
c'est juste des têtes blanches, là. Si nous, on veut faire entendre notre voix, faut qu'on y aille. Et quand on sait que la participation électorale des jeunes est en baisse un petit peu partout dans les démocraties, c'est la plus belle démonstration, là. Nous, on n'a rien dit, là. C'est eux qui nous ont dit, moi, je vais aller voter, puis je vais dire aux autres d'aller voter, parce que si on veut faire valoir notre point de vue, il faut qu'on soit là aussi. Aussi, parce qu'il y a plein d'autres formes de participation citoyenne. Eugénie, condition gagnante. En fait, c'est un copier-coller. On est vraiment dans le savoir expérientiel aussi dans nos activités, puis dans nos ateliers, dans l'ensemble des projets avec les jeunes qu'on essaie là, qu'on fait. C'est un peu notre signature aussi au CSI là, d'être pas juste une présentation magistrale où on explique des choses, on est dans l'expérience puis dans le faire aussi. Pour le CMJ, ça se traduit surtout dans des visites à l'hôtel de ville, aller voir une séance du conseil municipal, rencontrer des élus dans des lieux puis des cadres informels. Donc, ils ont l'occasion de discuter avec les élus, de leur poser des questions sans que ce soit l'élu municipal dans l'hôtel de ville avec le décorum, etc. Même chose pour la mairesse. De siéger par la suite à l'hôtel de ville, ça leur permet aussi de s'approprier ces lieux de pouvoir-là, de connaître les fonctionnements, puis de se dire après, ben justement, je suis moins intimidée après d'aller poser une question au conseil municipal, alors que c'est un espace qui leur appartient, qu'ils ont tout aussi le droit de le faire que n'importe quel citoyen. Donc, c'est vraiment la clé. Puis même chose pour notre simulation à l'ONU. Bon, ils peuvent pas être diplomates demain matin, mais c'est de comprendre de s'approprier le fonctionnement de cette institution-là, puis de le vivre aussi. Puis on dirait que ça a fait cheminer tellement plus loin après les réflexions. Donc ça en est un facteur important là, pour nous. Sinon, je l'ai mentionné un peu rapidement, là, mais la prise de contact avec les élus dans des cadres informels. Puis le dernier aspect, rapidement, c'est notre aspect de mentorat qu'on a. Moi, je coordonne le CMJ, fait que je côtoie mon groupe là, pendant 4 mois, chaque semaine. Puis avec les formateurs qui sont à l'université, au bac, on essaie d'avoir une attitude, tu sais, l'objectif, là, oui, là, c'est de développer un sentiment de communauté, d'appartenance avec la communauté, développer des compétences de participation citoyenne, mais c'est aussi d'avoir du plaisir. C'est parascolaire, là. C'est un mardi soir, on a notre journée dans le corps, on est fatigué, tout le monde. On veut surtout avoir du plaisir. Puis, je pense que c'est dans notre approche, dans notre attitude, on n'est pas leurs parents, on n'est pas leurs enseignants, il n'y a pas de note qui est attribuée à ça. Je pense que ça, dans l'ambiance qu'on crée d'un peu mentorat, grande sœur, les formateurs sont au bac, sont début vingtaine, puis nos jeunes ont 16-17 ans, ils sont pas très loin en âge. Donc, je pense qu'il y a une belle, un beau facteur là, de réussite de « Wow, je pourrais faire ça, je pourrais aller étudier en politique. » Et finalement, ces jeunes, eux aussi sont jeunes, puis je les trouve cool, mais en même temps sont adultes. Donc, il y a une belle relation qui se crée, puis qui est inspirante aussi. Là. Ouais, ça fait écho à ce qu'Hélène disait tout à l'heure, la relation avec l'adulte à l'école. Ouais, c'est ça. Et nous, on a voulu se réapproprier comment on avait lancé le programme il y a 30 ans, le par et pour et avec les jeunes. Puis, on a eu un administrateur qui était très important dans la vie corporative de la Corporation secondaire en spectacle, maintenant Acclam, c'est Monsieur Émilien Nadeau. Puis, lui, dans les dernières phrases qu'il nous a dit avant de quitter son mandat, c'est « Oubliez pas les jeunes ». Et un des legs, ça a été la mise en place d'un nouveau comité jeune qu'on avait mis de côté dans les dernières années. Puis avec l'avènement du virtuel, Lindsay coordonne ça. C'est 22 jeunes qui viennent de partout au Québec. Donc, ça leur permet aussi de parler du programme, des règlements. On les consulte là-dessus pour voir, on s'en va-tu dans la bonne direction? Est-ce que ça vous convient? Puis de pouvoir échanger. On lançait du matériel promotionnel. On les a sondés aussi sur est-ce que les couleurs étaient assez fibrantes pour eux et tout le reste. Puis dans nos moteurs de succès, dans nos forces, c'est l'écoute. C'est d'écouter ce que nos membres ont à nous dire, puis comment est-ce qu'on met ça en place. Donc, c'est rare les initiatives qu'on va mettre en place sans que ça vienne de nos membres qui sont majoritairement les intervenants en loisirs. Je vais juste prendre l'exemple de l'Improvincial, le réseau Improvincial. En 2018, on avait fait une consultation pour la planification stratégique. À 40%, sans choix de réponse, les intervenants en loisirs et les directions d'école nous avaient dit que s'il y avait une nouvelle activité culturelle à mettre en place, ça devrait être l'improvisation.
Et un peu plus tard, le théâtre de la LNI nous a aussi nommé comme étant une organisation qui pourrait soutenir l'improvisation au niveau provincial et est né plus tard, il y a 3 ans maintenant, le réseau improvincial. C'est pour plus d'improvisation dans les écoles, dans un format qui est non compétitif. Alors, on s'en va un peu plus du match. Ce qu'on veut, c'est l'expression sans la pression. Mais ça, c'est dans nos forces, la capacité d'adaptation, l'écoute des membres, puis tout ce qui est le respect, la connaissance du travail des intervenants. Anne, je vais te laisser réagir, mais après ça, on va aller prendre des questions. Hein, on a une période qui est réservée pour les questions. Moi, il m'en reste, sinon, mais ça serait le fun d'avoir vos questions pour nos intervenants, nos panélistes. Ça peut porter sur les thèmes qu'on a abordés, ça peut être sur comment j'importerais ce que vous faites dans mon milieu qui est différent. Donc, je vous invite à prendre en note les questions, y réfléchir. Je vais me promener avec le micro. Je vais te laisser réagir avant. Hein? Ben oui. Parfait. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes, acteurs qui disent que ça a commencé par l'improvisation, puis à quel point l'improvisation a changé leur vie. Fait que bref, je fais du pouce sur ce Moi, que la tu dis. première. Ah bon, ben génial. Moi, mon essai était sur l'alimentation, c'était pas trop, hein. Mais c'est un sujet qui me fascine vraiment aussi, par contre. Donc, ben, j'ai noté quelques petits points qui font vraiment écho à ce que mes coéquipières ont dit. Donc, pour maintenir l'engagement, d'abord, on en parlait durant le dîner, il faut donner l'agentivité aux jeunes, c'est-à-dire les prendre au sérieux. Fait que quand on dit qu'on va faire un projet, le faire, ça c'est vraiment, vraiment impératif. Il faut des adultes solides pour les encadrer. Dans le cadre de mon travail, j'en ai tout plein d'adultes, autant hommes que femmes, qui donnent tout ce qu'ils ont dans les milieux scolaires pour essayer de propulser ça plus loin avec les jeunes. Faut reconnaître aussi leur engagement aux jeunes, par exemple, à travers les journées de la transition, comme celle qu'on fait demain. C'est important la reconnaissance, comme je l'ai souligné, vraiment important parce que, ben c'est ça, dans l'environnement, c'est un petit peu plus difficile d'avoir cette reconnaissance-là. On dirait même des fois auprès de certaines directions, ça passe pas. Des fois, il y a des directions qui approuvent vraiment, mais d'autres fois un petit peu moins. Fait que ça, c'est bien important. Je voulais parler aussi du fait que facteur de succès ou qu'est-ce qui favorise la participation qu'on a observé au Lab 22, on parle beaucoup de l'environnement comme étant l'environnement problème. Fait que tout ce qui se passe pas bien, tous les enjeux. Même à la télé, là, vous regarderez là, TVA Nouvelles, et c'est toujours les mauvaises nouvelles. Alors que, puis on s'est rendu compte que ce que ça fait chez les jeunes, ça cause un désengagement parce qu'ils voient ça comme étant insurmontable. Donc, ce qui est vraiment gagnant auprès des jeunes et de soi-même, moi la première, c'est d'y aller avec une pédagogie par l'espoir. Fait que la pédagogie par l'espoir, c'est de donner la confiance aux jeunes en un avenir viable. Fait qu'essayer de les faire rêver plutôt que de les décourager autour de ce qui fonctionne pas. Puis la pédagogie par le jeu, comme j'ai précisé. Là, on est en train de l'essayer pour justement aller vers l'expérientiel. Quand ils expérimentent quelque chose d'agréable, de le fun, ça va leur tenter de le recommencer. Ce qui m'amène, je sais pas si on aura le temps de dire un mot de la fin, mais je voulais vraiment parler de ça. On va avoir le temps de dire un mot de la fin? Oui, après les questions. OK. En tout cas, c'est en lien avec l'expérientiel. C'est vraiment important, l'expérience. Là, on a hâte maintenant de savoir. Donc, est-ce qu'on a des gens qui auraient des questions pour nos panélistes? Je cours. Juste te présenter un petit peu. Bonjour, moi c'est Spencer Dalton, technicien en loisirs au Collège Charlemagne avec ma coordonnatrice et mon équipe. J'aurais une question, en fait, pour les 4 qui est générale. On parle de participation citoyenne parascolaire chez les jeunes, donc ici, on peut catégoriser 17 ans et moins. On parle d'aller chercher des adultes qui sont solides, qui vont pouvoir les encadrer, les aider, c'est-à-dire que ce soit les intervenants, les TES, les techniciens, techniciennes et autres, les enseignants, mais aussi les parents. Donc, dans tout ce cadre-là, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on a des données, mais qu'est-ce qui est fait pour aller rejoindre les parents? C'est-à-dire de les éduquer, les encadrer à l'école, mais quand ils rentrent à la maison, que ça soit exemple, on allume TVA, puis tout à coup on revient, on défait tout ce qui aurait été présenté à l'école. De quelle manière qu'on peut rejoindre les adultes qui eux-mêmes jettent leurs choses dans les poubelles et pas dans les composts, fait que l'élève va se dire pourquoi moi si lui il le fait pas, ou les parents pour aller chercher l'élève vraiment dans toute sa journée.
je peux y aller. C'est une excellente question. Les parents sont pas toujours faciles à aller chercher. Nous, d'abord, dans notre démarche, on fait une analyse environnementale. Ben, vous savez, Collège Charlemagne, c'est ça, hein? Bon, donc vous avez eu notre accompagnement. Vous l'avez encore? Oui, c'est ça. Désolée, c'est pas une école que j'accompagne personnellement. Puis je suis en train de faire un petit calcul de nombre d'années. Donc, il y a eu d'abord, on va les sonder, fait qu'à travers un questionnaire qui est remis à l'ensemble de la communauté pour regarder vraiment, les faire se questionner sur leurs habitudes et comportements en lien avec l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité. Fait que ça, c'est un premier pas. Puis on les invite après, de notre côté, à venir siéger au comité de pilotage, qui est le comité qui va piloter la transition socio-écologique à travers les années. Il y a des collèges, des écoles où les parents viennent. Fait que, par exemple, moi, j'accompagne une école où il y a 2 parents qui sont venus, mais il y a d'autres écoles où les parents se sont pas manifestés. Là où ils se sont manifestés, ben après, ils sont invités à réaliser des actions si ça leur tente avec un comité de parents. Fait que, à une école spécifique que j'ai en tête, ben ils ont organisé, les 2 parents, une collecte de jouets usagés pour aller donner à un milieu défavorisé. Fait que, puis nous, ce qu'on a fait, ben c'est qu'on les a encadrés au niveau du temps, s'il y avait besoin de diffuser sur les réseaux sociaux. Sinon, que puis-je dire d'autre sur les parents? À travers nos communications, ou même l'école, on encourage l'école à diffuser à travers ses réseaux. Fait que, par exemple, à travers une application, les vidéos de sensibilisation sur différents sujets. Je peux penser à la modernisation de la collecte sélective. On encourage à travers notre démarche, ça veut pas dire que les écoles vont le faire, mais à vraiment aller chercher les parents, les grands-parents aussi. Des fois, j'ai vu des projets intergénérationnels, fait que des écoles qui font appel aux parents, par exemple lors de journées multiculturelles pour venir encadrer un peu ou aider au niveau de la distribution des plats. J'ai vu des écoles qui voulaient faire des brigades de parents. C'est la même pour superviser les îlots de tri. Fait que des parents disponibles un midi par semaine, ça peut être ça. Fait qu'on ouvre la porte. Mais pour l'instant, j'ai pas vu, mettons, organisation d'un ciné-discussion avec des parents. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé, mais il n'y a pas eu vraiment de popularité. Une autre réaction? Du côté d'Élections Québec, c'est un public avec lequel on n'est pas directement lié, mais sur notre répertoire d'activités d'apprentissage en lien avec l'éducation à la démocratie, on offre du matériel que les parents peuvent utiliser avec leurs enfants. Et dans les élections, si mon souvenir est bon, les élections municipales de 2018, il y a une chercheuse de l'Université Laval, Valériane Maïro, qui travaille sur la participation électorale, qui a fait avec Élections Québec une recherche sur la socialisation politique inversée. Donc, il y avait des activités avec les jeunes du primaire sur les paliers de gouvernement, avec un jeu de cartes, et après ça s'en allait à la maison. Donc, les enfants jouaient avec leurs parents. Donc, on faisait de l'éducation démocratique des parents avec les élèves. Et il y avait aussi un coupon d'invitation qui avait été donné aux enfants pour aller voter. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les élections provinciales générales, il y a les petits bureaux de vote qui sont pour les tout petits. Donc, il y a une question qui est faite à l'intention des enfants. Ils peuvent accompagner leurs parents au bureau de vote et eux voter pour une question liée à la démocratie qui leur est destinée. Et on s'est aperçu que cette information-là faisait aussi que les parents étaient plus portés à participer, à discuter de politique, parce qu'on s'aperçoit que s'il y a des débats, des discussions sur l'actualité au sein de la famille, il y a plus de participation à la vie démocratique aussi. Donc, c'est une autre forme. Puis je pense que par rapport à l'environnement, la socialisation inversée, ça fonctionne aussi. Tout ce que les écoles ont fait il y a très longtemps sur les sacs d'épicerie, c'est les enfants qui ont amené ça à la maison qui est devenu une norme sociale à un moment donné. Une dernière réaction? En fait, les parents, c'est pas une partie prenante qui est au cœur d'Acclam et du programme secondaire en spectacle, par exemple, mais ils sont dans les salles quand leurs jeunes sont en performance. Ils sont là dans les finales locales, dans les finales régionales. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'un parent qui est plus sensible à la culture, c'est un passeur culturel et son enfant va sans doute être plus porté à vouloir se produire sur scène ou être sensible à même aller voir ses collègues, voir un spectacle dans lequel il
ils performent le soir. Mais les parents sont pas au cœur de nos parties prenantes, si on veut. Est-ce que je fais un mini, vraiment petit? Je veux juste dire, on a eu aussi un partenariat avec Alloprof, puis toutes nos fiches, on a une année en environnement, fait que je pense pas les 12 parce qu'on compte pas les mois d'été, fait que mettons 10 thématiques environnementales qui ont été faites et pour les jeunes, ça c'est disponible sur notre site internet, qui va animer des kiosques, pour les profs aussi sur notre site internet, et pour les parents, c'est sur Alloprof. Fait que pour différentes thématiques à chaque mois, ça peut outiller le parent qui veut aborder les sujets sur la biodiversité, tout ça. Je voulais juste le préciser. Ouais. Donc, ramener des outils à la maison, que les parents participent, mais également voir l'impact de ce que l'enfant fait par le spectacle, mais par la réalisation d'un projet. Parfait, ça répondait à la question. Est-ce qu'on en a une autre question? Pas d'autres questions? Non? Elles sont là juste une fois réunies ensemble. Là. Je te présenter. Oui, bonjour. Mère-Josée Fréchet de la Direction régionale de la santé publique de Montréal. J'avais une question pour toi, Frédéric. Je te regarde, Frédéric. C'est ça? Eugénie. Eugénie, excuse-moi. Tu parlais tantôt qu'il y avait 2 thématiques qui avaient été déterminées au niveau du conseil. Il y en a un par les jeunes puis un par les élus. Lequel les jeunes ont nommé? L'éco-responsabilité. Ah oui, je t'assure que c'est le contraire. Non, mais c'est intéressant parce que il y avait comme un petit, désolé, l'anglicisme overlap entre les 2 termes, dans le sens où quand ils rédigeaient leurs recommandations pour l'éco-responsabilité, ils parlaient beaucoup des parcs. Ça se trouve aussi à des lieux de rencontre. Donc, il y avait des recommandations là, qui pouvaient aller dans les deux sens. Mais oui, l'éco-responsabilité. Ah, okay. Ouais. Puis, au niveau des élus, c'est quoi les solutions ou les actions concrètes qui ont été faites par rapport à leurs suggestions d'idées? Jeunesse? Là, on va les déposer au conseil la semaine prochaine à la séance, donc mardi prochain. Donc, cette année, encore rien. C'est comme... c'est un peu le point qu'on essaie de travailler. Nous, on a un financement ville pour ce projet-là. Puis, notre souhait, c'est que ça devienne comme, par exemple, la commission jeunesse Gatineau, ce soit un organe qui a vraiment un poids à l'interne. Il y a un élu qui y siège, etc. Puis c'est leurs recommandations sont c'est comme presque s'ils étaient des élus. C'est quelque chose de permanent. On n'est pas encore rendu là. Fait que oui, les élus, il y en a qui sont plus portés à les écouter puis à valoriser la voix des jeunes. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu moins une priorité. Et donc, une fois que c'est remis dans l'appareil politique et que c'est déposé, ben nous, on n'a plus de pouvoir là-dessus, tu sais. Donc, ça dépend des priorités des élus puis de la ville à ces moments-là. Donc, c'est difficile de tracer aussi d'où vient. Est-ce que c'est une proposition d'un élu qui s'apparentait finalement à une recommandation des jeunes? Tu sais, c'est difficile de retracer d'où l'idée d'un projet ou d'une politique ville vient initialement. Fait que c'est un petit peu là, l'aspect qu'on aimerait travailler pour ultimement arriver à une commission jeunesse Gatineau. Donc oui, les élus sont très contents de nous recevoir à chaque fois à la séance quand on dépose des écoutes, tout ça, mais après l'impact, puis la progression, le chemin des recommandations est dur à suivre dans l'appareil politique, mais ça, c'est aussi la vraie vie politique. Ouais. Merci. Oui, une dernière intervention? Peux-tu te présenter? Bonjour, Gabrielle Thériault, Acclam. Même chose. Est-ce que, justement, votre conseil jeunesse municipal, tu disais il y a un soutien financier municipal, mais est-ce qu'ils ont des sous pour réaliser les projets, les suggestions qu'ils donnent? Tu sais, je me dis, le budget participatif d'Élections Québec, il serait comme... C'est une excellente question. Oui, il y a un nouveau, on a eu 2 ans, c'est la 3e année. Il y a une année projet pilote, puis là, on est dans la 2e année qui vient de se terminer. Fait qu'on va continuer pour une autre 4e année. Ça s'appelle Initiative Jeunesse. C'est encore une fois un financement ville, puis c'est nous qui le coordonnons. C'est un budget participatif, en fait, c'est ça. Puis c'est vraiment pour et par les jeunes. Le critère premier du projet, faut habiter à Sherbrooke, c'est pour les 12-25 ans, mais c'est que ce soit une idée qui provienne d'un jeune. Donc ça, c'est le critère premier. Là. Peu importe c'est quoi leur idée, il faut que ça provienne d'un jeune. Et là, oui, il y a des petits thèmes à respecter, genre environnement, briser l'isolement social, santé bien-être, etc.
Puis, il faut que le projet ait une vocation un peu communautaire. Donc, ça peut être une fête de quartier. Ça peut pas être juste un projet pour 2 amis. Mais donc, c'est un peu la suite logique, effectivement, de, vous avez donné des recommandations. OK, il y a la voie politique que ça peut suivre, mais il y a aussi la voie citoyenne, puis vous pouvez mettre votre projet vous-même en œuvre. Et ce qu'on offre, nous, concrètement, dans ce projet-là, c'est un financement qui peut aller jusqu'à 1 500 $ pour le projet. Puis, on offre notre accompagnement. C'est vraiment là, moi, je me vois mon rôle un peu comme une genre d'experte conseil, dans le sens où c'est des premières expériences de participation citoyenne puis d'implication. Fait que c'est, OK, vous avez des bonnes idées, ce que j'entends, c'est ça. Qu'est-ce que ça serait les premières étapes? Est-ce qu'il y a des organismes qui pourraient vous aider à développer votre projet, etc. Donc, on les guide un petit peu là-dedans, mais c'est leur idée, leur projet. On se rencontre à leur rythme, sur l'heure du midi à leur école, le soir, en ligne. Puis, pour vous donner des exemples de ce que ça a donné, par exemple, des jardins communautaires dans une école, une collecte, une friperie, puis ils ont remis les fonds à une fondation, une collecte de vêtements d'hiver pour des personnes en situation d'itinérance, une exposition d'œuvres engagées, des ateliers de lecture et puis de sensibilisation pour les jeunes au primaire. Donc, vraiment, là, de tout ça, parce que l'essentiel, c'est que ce soit les idées des jeunes. Fait que c'est vraiment comme un levier d'action, ouais. Je vais peut-être juste donner une précision pour le budget participatif et Élections Québec. En fait, c'est le service conseil puis la démarche. On fournit pas le budget, mais on accompagne. Puis ça peut être une école, mais ça peut être aussi un centre. On accompagne des centres jeunesse, non pas voyons, Carrefour Jeunesse Emploi, dans un programme avec le secrétariat à la jeunesse. Puis ça pourrait être d'autres organismes. Bientôt à Clam. Bientôt à Clam, c'est ça. Donc c'est vraiment le guide qu'on a, la démarche, et puis on peut faire du service conseil. J'aimerais ajouter juste un petit truc, je m'excuse. Ça me fait penser ces projets-là là, pour le recrutement. On a parlé des adultes clés, là, que ce soit des enseignants, des intervenants à la maison des jeunes, des techniciens en loisirs dans les écoles. Nous, on présente le projet, on essaie de répandre la bonne nouvelle que ça existe à Sherbrooke dans les écoles, mais on n'est pas là pour entendre les propos puis les idées des jeunes. Fait que c'est là la difficulté des fois, mais quand un adulte entend quelque chose puis dit ça, moi je connais le programme, je viens d'entendre une bonne idée. Là, ça fait le pont. Ces personnes-là sont tellement essentielles et ces personnes-là peuvent coordonner après, accompagner l'équipe parce qu'ils deviennent l'adulte clé puis ils connaissent les jeunes. C'est plus facile pour les suivre, développer l'idée, déjà un adulte de confiance, etc. Donc, très important aussi dans ce projet-là. Oui. Et ces personnes-là sont assises dans la salle, beaucoup. Hein? Et d'ailleurs, peut-être le mot de la fin. Donc, on avait promis un mot de la fin en 1 minute, chacune. C'est de peut-être rappeler le message que vous voulez que les gens ramènent à la maison. C'est peut-être de faire la promotion d'un événement qui arrive de votre côté ou de parler d'un outil qui est accessible que les gens pourraient aller chercher et ramener dans leur milieu qui servirait à leur travail. Donc, vous avez jusqu'à 1 minute pour faire ce mot de la fin chacune. Je calcule. C'est un brin stressant. Je te donne 30 secondes. OK. Je vais donc d'abord dire que nos outils sont disponibles sur lab22.org. Puis il y a vraiment beaucoup d'outils. Un jeu vraiment le fun que vous pouvez utiliser dans vos différents milieux, même à la maison, qui s'appelle Climato Menu, qui est en lien avec l'alimentation. C'est vraiment chouette. On peut aborder les enjeux de gaspillage alimentaire, alimentation végétale, etc. Puis il y a vraiment plein d'autres outils, y compris nos fiches kiosques sur lesquels on a travaillé très fort pour outiller les jeunes à animer des kiosques. Puis il y a des petits jeux là-dedans, fait que c'est bien le fun. Puis mon mot de la fin, c'est surtout dire que ce qu'on cherche à développer chez les jeunes au lab, mais moi dans ma vie en général, c'est la capacité d'émerveillement. Puis tantôt, on le voyait pour le care et éco-citoyenneté. On voyait le mot... ça m'est sorti de l'idée. Émotion, merci. C'est ça, exactement. Puis là, ça m'a replongé dans des trucs que j'ai lus par rapport à nos milieux de vie qui ne sont plus poétiques. Puis je pense qu'il faut ramener cette poésie-là dans nos milieux de vie. Puis je pense que c'est important d'aller travailler ça chez les jeunes, l'émerveillement nature. Puis comment ça se fait ça? Puis dans vos milieux, vous, vos enfants, vos neveux, nièces, vos petits-enfants, ben c'est en les amenant dehors. Puis à l'école aussi, vos élèves, c'est vraiment ça, développer. Parce qu'il y en a qui ont la passion intrinsèque parce que jeunes, ils ont
naturellement été à l'extérieur, mais il y en a qu'il faut aller développer cette passion-là chez les jeunes. Puis on parle beaucoup que les jeunes, je finis, sont connectés à leur téléphone, mais malheureusement, on a eu une grande déconnexion par rapport au milieu naturel. C'est vraiment important d'aller chercher ça, puis y compris dans les villes. Il y en a plein des milieux naturels, même dans les villes. Voilà, merci. Merci. Hélène? En fait, soyons à l'écoute de ces jeunes-là qui veulent s'exprimer. En 2021, on a demandé aux jeunes c'était quoi leur plus grand, ce qu'ils appréciaient le plus de secondaire en spectacle, et ils disaient que ça leur donnait une occasion de s'exprimer. Puis quand les jeunes veulent s'exprimer, je pense qu'il faut prendre un temps d'arrêt puis les écouter. La semaine dernière, ils voulaient aller manifester dans les rues contre le cellulaire, contre l'interdiction du vouvoiement et tout ça. Mais c'est une mobilisation, c'est une prise en charge. Alors, permettons-leur de s'exprimer, même si c'est pas tout le temps de la façon dont on souhaite qu'ils s'expriment, que ce soit sur scène, que ce soit dans leur pratique, dans leur comité communautaire, peu importe, mais si on veut vraiment qu'ils s'expriment, ben il faut être prêt à accueillir cette expression-là. Ton mot de la fin, c'est si on a mis quelqu'un au monde. Non, On devrait peut-être- c'est on pas devrait ça, j'ai dit, peut-être- Jocelyn. Ton mot de la fin, c'est beau dommage. Catherine? J'irais peut-être dans la même veine de faire connaître et reconnaître les réalisations des jeunes, parce que il se passe plein de choses. Il y a plein d'espaces comme ce que tu viens de partager là. Ben, les autres jeunes, ils savent pas. Ils savent pas que c'est des jeunes. Je pense la commission par rapport au cellulaire. Qui sait que il y a des jeunes qui ont été interrogés, qui ont donné leur point de vue. Fait que rendons visibles tous ces espaces où ils peuvent s'exprimer, où ils contribuent, puis leur réalisation à l'intérieur d'une école, à l'intérieur d'une municipalité, quand il y a un projet qui émane des jeunes, écrivons-le. Et je me souviens d'une école où ils avaient une plaque, ce café étudiant est une gracieuseté du conseil d'élèves de l'année dernière, là. Donc, il faut le rendre visible parce que les jeunes vont s'impliquer, il va y avoir de la mobilisation quand ils vont voir, on parlait des opportunités, de donner des opportunités, mais s'ils savent pas que ça existe, ben ils seront pas portés à le faire. Puis plus il y aura des initiatives variées, plus ils trouveront un espace pour s'exprimer. Puis dernière chose, les élections municipales s'en viennent au mois de novembre. Donc, Élections Québec a un programme qui s'appelle Électeurs en herbe, qui est ouvert à toutes les écoles primaires et secondaires et aux organismes jeunesse, où c'est une simulation électorale où on envoie les bulletins de vote de la municipalité. Et après, on peut comparer avec les résultats. C'est une façon. Puis, il y aura les provinciales l'année prochaine. Maison des jeunes aussi? Oui, Maison des jeunes, organismes jeunesse, puis ça peut être aussi des centres d'éducation des adultes, là. Merci. Et puis, financer des budgets participatifs là dans vos milieux là, c'est vraiment une belle occasion de faire vivre des expériences positives aux jeunes. Merci. C'est drôle, juste la semaine dernière à la séance à l'Hôtel de Ville avec mes jeunes pour le CMJ, je leur ai dit de continuer de prendre la parole, mais sinon, si on ne leur donne pas de la prendre, d'occuper ces espaces-là, donc de manifester, de la prendre la parole si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez d'espace. Je pense qu'ici, on est tous convaincus de toute manière qu'on veut leur en donner plus d'espace, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'on est convaincus aussi de l'importance de la participation citoyenne jeunesse, mais bon, de par la nature de mon organisme, je veux aussi rappeler l'importance de la citoyenneté mondiale, puis de développer ça aussi chez les jeunes. Je pense que plus que jamais, c'est important de développer cette solidarité-là à l'international, de se rappeler qu'on a une humanité commune, que ce sont des êtres humains, même s'ils sont loin de nous, qu'on a des liens, qu'on peut faire des choix qui sont plus responsables, qu'on a une humanité, c'est ça, commune, puis qu'on a une responsabilité en tant que pays du Nord qu'Occident. Donc, voilà. Merci. Je pense qu'il faut donner une bonne main d'applaudissement à nos panélistes. Donc, Anne Everett, Hélène Martin, Catherine Lebossé, Eugénie Larente-Richer, merci beaucoup.